Bon retour parmi nous. Nous sommes ici avec le professeur Wang Wen, professeur et doyen de l'Institut des études financières de Xiangyang à l'Université Renmin de Chine. Et bien sûr, vous êtes également le doyen adjoint de l'École de la route de la soie. Merci beaucoup d'être revenu parmi nous. J'ai récemment lu l'un de vos articles, que j'ai trouvé très intéressant. Nous avons observé l'évolution des relations entre les États-Unis et la Chine depuis un certain temps. Il y a environ 10, 20, voire 30 ans, il était très courant de parler de cette interdépendance mutuelle entre les États-Unis et la Chine. Mais bien sûr, ce que nous avons constaté, c'est que les États-Unis continuaient à s'affaiblir selon de nombreux indicateurs. Pendant ce temps, la Chine ne cessait de se renforcer. Cela a créé, je suppose, une certaine méfiance et de la crainte mutuelle. On dit souvent que si vous devez 100 $ à quelqu'un, vous avez un problème. Mais si vous lui devez 1 million, c'est lui qui a un problème. Et je pense que c'est là que nous en sommes aujourd'hui. Entre 2008 et 2009, la relation est évidemment devenue plus instable avec la crise financière mondiale, puisque le système financier dirigé par les États-Unis a commencé à se fissurer. Aujourd'hui, nous voyons les États-Unis plus inquiets de la montée en puissance de la Chine. Ils parlent de découplage, de réduction des risques, de relocalisation chez les alliés, tout cela. Mais bien sûr, les Chinois doivent eux aussi réagir d'une certaine manière. Comment peuvent-ils réduire leur dépendance à cette relation? Oui. À ce propos, vous avez écrit un article sur la désaméricanisation de la Chine que j'ai trouvé fascinant. Je me suis donc dit qu'un bon point de départ serait que vous exposiez les motivations de la Chine à se désaméricaniser et dans quelle mesure il s'agit d'une réponse à la politique américaine, ou plutôt d'une manière de s'adapter aux réalités d'une nouvelle répartition multipolaire du pouvoir, où la Chine ne peut tout simplement pas mettre tous ses œufs dans le panier américain. Thank you, Professor Ding. I'm so nice to meet you again. Merci, professeur Diesen. C'est un vrai plaisir de vous revoir. Et je vous suis très reconnaissant d'avoir lu mon dernier article publié le mois dernier dans The Diplomat. En réalité, au cours du mois écoulé, cet article a eu une grande influence. Beaucoup d'amis américains, et même certains amis européens, japonais et d'autres pays l'ont lu. L'article s'intitule « La stratégie de désaméricanisation de la Chine ». J'y aborde 6 domaines du processus de désaméricanisation de la Chine au cours des 7 ou 8 dernières années. La désaméricanisation du commerce, de la finance, de la sécurité, de l'idéologie, des hautes technologies et de l'éducation. J'énumère donc de nombreuses données pour démontrer et prouver mon expertise. Et je pense, comme vous l'avez demandé, que la soi-disant stratégie de désaméricanisation n'est pas quelque chose que la Chine a poursuivi de manière proactive, mais plutôt quelque chose dans laquelle elle a été contrainte par les États-Unis. En réalité, depuis la réforme et l'ouverture de la Chine en 1978, celle-ci a constamment cherché à établir une relation amicale avec les États-Unis, en adoptant une politique d'ouverture envers eux, en attirant les investissements américains, en augmentant les échanges commerciaux avec les États-Unis et en s'inspirant de l'expérience de gestion des entreprises américaines sur le marché financier. Mais je vais vous donner un chiffre très frappant, très important. En 2016, environ 20% du commerce extérieur de la Chine dépendait des États-Unis. China foreign trade was dependent on the United States. Frankly, I admit these independence. Franchement, j'admets que cette interdépendance a bénéficié à la Chine par le passé. Cependant, peu après, au cours de son premier mandat, le président Trump a commencé à mettre en œuvre des politiques visant à contenir la Chine, en lançant une guerre commerciale, en détenant Madame Meng Wanzhou de Huawei et en imposant des sanctions à des milliers d'entreprises chinoises, dont Huawei. Cette politique de confinement a fait sentir à la Chine qu'elle était menacée
ce qui l'a poussé à prendre des contre-mesures et à procéder à des ajustements. Comme je l'ai souligné dans un article publié dans The New York Times en août 2022, le peuple chinois s'est désormais éveillé et ne tient plus les États-Unis en aussi haute estime. Il croit de plus en plus que dépendre des États-Unis, comme il le faisait autrefois, est dangereux. De ce point de vue, ce sont les États-Unis qui ont forcé la Chine à adopter la soi-disant stratégie de désaméricanisation. J'ai également écrit dans un autre article cette année que le peuple chinois devrait en réalité remercier Trump, car le président Trump a agi comme un excellent professeur d'éducation politique, enseignant au peuple chinois à voir à travers l'hypocrisie américaine et la cruauté de la communauté internationale. Plus important encore, le président Trump nous a appris comment prendre les contre-mesures nécessaires pour défendre les intérêts fondamentaux de notre pays au cours du processus de modernisation. Voilà ce que je veux dire par le soi-disant processus de désaméricanisation. Oui, eh bien, je pense qu'il est important que les universitaires et les responsables politiques reconnaissent qu'il y aura toujours une certaine concurrence entre les grandes puissances. Et il est important d'être honnête à ce sujet, car cela permet d'identifier où il est possible de trouver des compromis, où les intérêts peuvent être harmonisés et où la coopération peut avoir lieu, tout en reconnaissant qu'il y aura malgré tout de la compétition. Alors, comment cela peut-il être géré? Et comment peut-on en atténuer les effets, en particulier les aspects les plus strictement à somme nulle de cette rivalité? Idéalement, nous devrions en faire une compétition amicale plutôt que de militariser les différends économiques. Mais vous savez, si l'on regarde la concentration économique extrême aux États-Unis dans les années 1990, la mondialisation signifiait dans une large mesure l'américanisation. Autrement dit, nous utilisions toutes les technologies, les industries, les corridors maritimes, les banques, la monnaie américaine, tout. Ainsi, à mesure que la répartition du pouvoir évolue, il est tout à fait raisonnable de supposer que les relations devront également changer. Cela ouvre des domaines à la fois de coopération et de concurrence. Tout cela fait donc partie du processus de désaméricanisation. Je pense que c'est une reconnaissance de la réalité. Mais je voulais vous demander, alors que la Chine diversifie désormais son commerce pour s'éloigner des États-Unis et devenir moins dépendante, quelles sont selon vous les conséquences plus larges sur la manière dont le monde entier ou le système économique international est structuré? Oui, intéressant. Vous posez des questions très importantes, car selon ma compréhension, depuis que la Chine a proposé l'initiative La ceinture et la route en 2013, elle a de plus en plus mis l'accent sur la coopération avec les pays dans le commerce mondial. Le commerce bilatéral total entre la Chine et la Russie, la Chine et l'Asie centrale, la Chine et l'Amérique latine, la Chine et l'Afrique, ainsi que la Chine et l'Asie du Sud-Est, a augmenté de plus de 10% par an. Pendant ce temps, le commerce total entre la Chine et les États-Unis a connu un déclin relatif au cours de la dernière décennie. Ainsi, ce que j'appelle la désaméricanisation, ou ces ajustements structurels, a également conduit à une moindre dépendance de la Chine vis-à-vis des États-Unis dans ses relations commerciales, comme vous l'avez mentionné. Par exemple, je vais vous donner quelques données. Il y a 5 ans, le commerce bilatéral entre la Chine et la Russie dépassait à peine 100 milliards de dollars. Mais aujourd'hui, 5 ans plus tard, il a atteint 250 milliards de dollars américains et il devrait dépasser les 300 milliards au cours des 5 prochaines années. Le commerce bilatéral entre la Chine et l'Amérique latine
a déjà dépassé les 500 milliards de dollars et il est probable qu'il dépasse le commerce total entre la Chine et les États-Unis dans les 5 prochaines années. Car de nos jours, cette année, le commerce bilatéral entre la Chine et les États-Unis s'élève seulement à environ 500 milliards de dollars. Cela signifie donc que, dans le paysage du commerce extérieur chinois, l'Amérique latine pourrait devenir plus importante que les États-Unis dans les 5 prochaines années. C'est selon moi une forme de diversification. Par conséquent, à mon avis, les États-Unis resteront un partenaire commercial très important pour la Chine à l'avenir. Le Melismore Events est en déclin. Its importance is declining. Le résultat stratégique de la désaméricanisation du commerce par la Chine est que la structure de son commerce mondial est devenue plus équilibrée et plus sûre. C'est une raison essentielle pour laquelle la contre-mesure de la Chine face à la guerre commerciale menée par les États-Unis cette année, c'est-à-dire en 2025, a été si réussie. La Chine n'a pas peur des États-Unis dans cette guerre commerciale. Au contraire, comme de nombreux médias l'ont rapporté, les États-Unis ont déjà perdu la guerre commerciale sino-américaine de 2025. La principale raison en est que la part des États-Unis dans le commerce extérieur de la Chine est en déclin. Comme je l'ai dit, en 2015, le commerce entre les États-Unis et la Chine représentait environ 20% du commerce extérieur total de la Chine, mais aujourd'hui, il n'en représente plus que 9%. But now, it is only 9%. And on the other hand, d'un autre côté, le rééquilibrage de la structure du commerce extérieur de la Chine est bénéfique pour le développement des pays du monde entier. La Chine a exporté davantage de biens de haute qualité et à prix abordable à l'échelle mondiale, réalisant une démocratisation des biens et de la production et aidant les pays en développement du Sud global à bénéficier du développement chinois. Comme vous le savez, il est important de se rappeler que par le passé, les pays en développement importaient trop de produits occidentaux. Ces produits étaient de bonne qualité, mais trop chers. Aujourd'hui, la Chine a lancé une révolution des prix dans le commerce extérieur. Les pays du Sud global peuvent acheter davantage de produits chinois de haute qualité au même prix, en tirant ainsi plus d'avantages. C'est pourquoi je dis souvent que l'essor de la Chine est bénéfique pour le monde. Autrefois, nous pensions ou nous nous souvenions que les produits made in China étaient de faible qualité mais bon marché. Mais récemment, la production chinoise est devenue de plus en plus qualitative, n'est-ce pas? Par exemple, les véhicules électriques, les produits solaires et de nombreux types d'appareils électroniques. C'est pourquoi je pense que la Chine a désormais lancé une révolution internationale des prix. Cette révolution internationale des prix, je crois, est bénéfique pour les pays du Sud global. Oui, tout à fait. Et j'aime l'idée que le fait que la Chine se diversifie et s'éloigne de sa dépendance envers les États-Unis ne doivent pas être perçus comme, ou que la désaméricanisation ne doive pas être anti-américaine. Parce que je reviens tout juste de Wuhan, où je donnais des conférences invitées dans des universités chinoises, et j'y parlais de géoéconomie russe. Matt word me sound I missed you. Tu m'as manqué. J'aurais dû, oui. Mais je n'ai tout simplement pas eu assez de temps. Eh bien, je parlais de la géoéconomie russe, parce que c'est le même sujet dont tu parles maintenant, la diversification. L'idée que si des pays sont partenaires, ils ne devraient pas se diversifier. Je pense que c'est une illusion. Pour les Russes, j'ai souligné que la Chine est le partenaire le plus important pour développer un système multipolaire. Mais comme la relation est asymétrique, l'économie chinoise est bien plus grande, cela crée une dépendance inégale.
Maintenant, cela n'a pas forcément à être un problème en soi, mais j'ai expliqué que les Russes chercheront probablement à atteindre une autonomie stratégique dans les domaines technologiques clés. Ils auront donc par exemple leur propre base numérique, mais ils se diversifieront aussi. Donc, ils commercent aussi avec l'Inde et d'autres grandes puissances. Là encore, la Chine serait le partenaire le plus important. Mais aucun pays ne met tous ses œufs dans le même panier. C'est pourquoi tous cherchent à diversifier. Et je pense que la reconnaissance de cet équilibre dont vous venez de parler est essentielle. Il ne s'agit pas d'être pour ou contre. Ce n'est pas ainsi que fonctionnent les États et les économies. Je pense que ça s'applique aussi aux États-Unis. Si eux craignent de développer une dépendance excessive envers la Chine, alors à mon avis, les Américains devraient viser un haut degré de souveraineté technologique, pas une dépendance excessive, mais une guerre commerciale pour briser la Chine. Ce n'est pas la même chose. C'est tellement destructeur et dangereux. Je veux dire, si les Chinois et les Américains peuvent s'asseoir ensemble, chaque camp ayant bien sûr des domaines où il privilégie sa souveraineté, que ce soit l'autonomie stratégique dans les technologies ou les industries, si l'on parvient à un accord commercial pour encadrer la concurrence, alors beaucoup de choses peuvent être gérées. C'est simplement l'idée que tout doit toujours être un jeu à somme nulle. Je pense que c'est une erreur. Mais cela m'amène à ma question suivante. Pendant de nombreuses années, la Chine a été un suiveur technologique, cherchant à rattraper les États-Unis. Maintenant qu'elle rivalise essentiellement avec eux, pour savoir qui est le leader technologique, comment pensez-vous ou prévoyez-vous que cela va intensifier une rivalité technologique peu amicale? Oui, comme vous l'avez mentionné, de nos jours, dans de nombreux domaines, la production de haute technologie de la Chine a rattrapé celle des États-Unis. Je pense que c'est une très bonne chose pour la Chine. Notre confiance s'est rétablie et a augmenté très rapidement. Car au cours des 7 dernières années, lorsque le président Trump a lancé une guerre technologique contre la Chine, visant Huawei et bien d'autres, je pense que cela a été une compétition technologique très sérieuse et très importante. Mais à mon avis, les produits de haute technologie ne sont pas l'apanage des États-Unis. Les États-Unis ne peuvent pas monopoliser la recherche, le développement et la production de tous les produits de haute technologie. Personne ne peut tirer un profit excessif d'un monopole sur les hautes technologies. De même, nul ne peut militariser les hautes technologies pour réprimer d'autres pays, y compris la Chine. Je pense donc que la concurrence dans le domaine des hautes technologies doit être équitable et fondée sur le marché. En tant qu'économie émergente, la Chine a réalisé des percées technologiques dans de plus en plus de domaines grâce à un investissement constant dans la recherche et la technologie. C'est tout à fait normal et tout à fait réussi. Je pense que la Chine ne s'est ni arrêtée, ni figée, ni engagée dans le colonialisme. Les États-Unis n'ont donc aucune raison d'accuser la Chine d'être, comme vous l'avez mentionné, hostile ou autre. Certaines voix que j'ai entendues dans les journaux ou les médias américains affirment que la Chine vole la technologie américaine. Je pense que cette opinion est également injuste, car je peux vous donner un exemple très intéressant. Dans l'histoire, tout le monde sait que la fabrication du papier, la boussole et la poudre à canon ont été inventés en Chine il y a plus de 1000 ans. Plus tard, les États-Unis et les pays occidentaux ont adopté ces inventions et ont ainsi favorisé la révolution technologique. La Chine n'a pas accusé les États-Unis d'avoir volé la technologie chinoise dans l'Antiquité, n'est-ce pas? De la même manière, la Chine innove aujourd'hui à partir des produits et technologies de pointe américains existants, et elle dépasse même les États-Unis dans certains domaines.
par exemple dans les infrastructures ferroviaires à grande vitesse, les véhicules électriques et l'énergie solaire. C'est quelque chose qui profite à l'humanité et favorise le développement de la civilisation humaine. Je pense donc que la concurrence technologique actuelle entre la Chine et les États-Unis est normale. So I believe that the current high-tech competition between China and the US is normal. China scientists are adopting to the Les scientifiques chinois s'adaptent à cette concurrence et les chercheurs en sciences sociales chinois l'analysent également de manière rationnelle. Nous ne devrions pas juger cette compétition à travers un prisme idéologique. Les États-Unis ne devraient pas recourir à des moyens politiques, en particulier les sanctions financières, la juridiction extraterritoriale et les blocus technologiques, pour répondre à la concurrence technologique de la Chine. Au contraire, je pense que les États-Unis devraient aborder cette compétition avec un esprit plus ouvert. La concurrence technologique doit être saine, et les résultats de la compétition entre les États-Unis et la Chine, je le crois, profiteront en fin de compte à l'ensemble de l'humanité si nous maintenons une rivalité rationnelle dans le domaine des hautes technologies. Of high tech. I think that's a very sound point. Je pense que c'est un argument très solide. Les technologies se diffusent. Elles sont censées se diffuser. Et bien sûr, cela peut aussi être une chose très positive. Mais oui, je dirais même que la concurrence entre les États-Unis et la Chine, si elle est bien gérée, pourrait en réalité être très bénéfique pour le monde. Car lorsqu'il n'y a qu'un seul centre de pouvoir, un seul État dominant qui contrôle les technologies, il a la capacité d'en ralentir la prolifération, de s'assurer que ces technologies ne se répandent pas trop vite. En d'autres termes, il peut prolonger l'avantage du premier arrivé, celui de l'innovateur. Cependant, dès qu'il y a deux ou plusieurs leaders technologiques, il existe une tendance à une diffusion beaucoup plus rapide des technologies. Car quiconque souhaite séduire un public mondial doit offrir des incitations telles que le transfert de technologies. On peut le constater aujourd'hui avec le partenariat récent entre la Russie et l'Inde dans le domaine des technologies militaires, où les Russes sont disposés à transférer une grande quantité de technologies à l'Inde. Ainsi, les Indiens préfèrent les Russes à leurs partenaires occidentaux. Bien sûr, on peut soutenir que la diffusion des technologies d'armement n'est pas toujours une bonne chose. Mais dans l'ensemble, la diffusion de la technologie doit être considérée comme un facteur favorisant une plus grande égalité ou équité à travers le monde. Mais je pense que ce qui affole les États-Unis aujourd'hui, c'est qu'en réalité, ils peuvent plus vraiment rivaliser avec la Chine. Je crois que c'est cette peur que les choses ne soient plus stables, qu'ils soient en train de prendre du retard. Leur économie est fondée sur la recherche de rente, ce qui rend la concurrence et la production très coûteuse. Et puis, comme la Chine est une immense puissance industrielle, elle peut déployer toutes ces nouvelles technologies, comme l'intelligence artificielle, à grande échelle et en tirer réellement des profits. Je pense qu'aux États-Unis, dans la panique face à la concurrence chinoise, ils ont injecté énormément d'argent dans l'intelligence artificielle. Il y a eu beaucoup de mauvais investissements, créant une énorme bulle de l'IA. Et maintenant, bien sûr, ils n'ont plus la même capacité à récupérer cet argent. On se retrouve donc dans une situation où le gouvernement américain accuse la Chine de pratiquer un capitalisme dirigé par l'État, alors que ce même gouvernement prend lui-même des participations dans des entreprises technologiques. Il n'y a donc pas beaucoup de cohérence, mais il est intéressant de voir où cette compétition va mener. Mon point est que ça peut avoir à la fois des avantages et des inconvénients. Mais je voulais aussi passer au domaine financier, car vous écrivez sur la désaméricanisation dans la sphère financière. Comment la Chine peut-elle se diversifier et s'éloigner des instruments financiers de pouvoir américain? En même temps, il y a toujours un intérêt. Beaucoup de gens supposent que les Chinois veulent simplement se débarrasser du dollar,
voire le faire chuter. Mais dans quelle mesure pensez-vous que la Chine a encore intérêt à utiliser le dollar, également pour servir ses propres objectifs? Yeah, it's very, very important for the American. Oui, c'est très très important pour la désaméricanisation du secteur financier. I don't know whether you know, Je ne sais pas si vous le savez, mais au cours des 7 dernières années, plus de 2000 entreprises chinoises ont été soumises à des sanctions financières américaines. Ces sanctions sont illégales et n'ont fait qu'accroître le ressentiment du peuple chinois envers l'hégémonie financière des États-Unis, les poussant à trouver des moyens efficaces de contourner ces sanctions. Dans le même temps, la Chine prend des mesures plus concrètes pour faire payer aux États-Unis le prix de leurs sanctions financières, défendant ainsi les intérêts nationaux de la Chine. La Chine réduit également sa dépendance au dollar américain, adopte davantage de mesures de dédollarisation dans le commerce bilatéral avec d'autres pays et promeut des réformes du système international de paiement financier. Et cela constitue moins une contre-mesure contre les États-Unis qu'une action que la Chine est contrainte d'entreprendre pour défendre ses propres intérêts. Tout le monde sait que l'hégémonie actuelle du dollar est plus nuisible que bénéfique pour le monde. Oui, j'admets qu'après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le dollar a effectivement joué un certain rôle dans le maintien de la stabilité financière internationale. Mais aujourd'hui, il semble que la domination du dollar soit le principal obstacle à la réforme du système financier, économique et commercial international existant. Le monde entier devrait réduire sa dépendance au dollar américain afin de diminuer les risques financiers et le risque d'être soumis à des sanctions liées au dollar. Vous venez justement d'évoquer la question de la Russie. Just now you mentioned about the Russia issues. If you ask the Russian people, every Russian people. Si vous demandez au peuple russe, à n'importe quel Russe, il vous dira que nous devons réduire notre dépendance financière envers les États-Unis, car les États-Unis utilisent les armes financières pour dissuader la Russie, n'est-ce pas? Je crois donc que dans l'avenir, la diversification de la finance internationale et du système monétaire international sera plus favorable au développement économique et à la stabilité sociale des différents pays. Je prédis que d'ici 2035, l'hégémonie du dollar s'effritera davantage et que l'internationalisation du RMB et d'autres monnaies continuera de progresser, avec de plus en plus de pays réduisant leur dépendance au dollar américain. Je pense que c'est une tendance nécessaire pour l'avenir. C'est intéressant que vous mentionniez toutes ces sanctions illégales, car il existe un argument récurrent dans la littérature, selon lequel une hégémonie en déclin est toujours confrontée à un dilemme. Comment assurer sa transition ou que faire maintenant? D'un côté, elle peut faciliter la transition vers un système multipolaire et contribuer à préserver la stabilité financière. De l'autre, elle peut tenter de conserver sa position hégémonique en sanctionnant les puissances montantes, en instrumentalisant, en quelque sorte, la dépendance à ses outils financiers de pouvoir. Mais cela ne fera qu'encourager le reste du monde à se découpler plus rapidement. Et vous avez mentionné la Russie, car Poutine a fait remarquer qu'il avait dit aux Américains « Nous n'avons jamais réellement mis en œuvre une politique de découplage du dollar. C'est l'Amérique qui nous a découplés du dollar. Donc, en fin de compte, c'est vous qui forcez ce processus. » Mais vous savez, même si les sanctions prenaient fin demain, les Russes ne feraient plus jamais confiance aux devises occidentales, aux banques occidentales, aux systèmes de paiement occidentaux, aux systèmes d'assurance, ni à rien de tout cela. C'est donc très destructeur que les États-Unis aient choisi la seconde voie. Je pense que c'est un peu dans la nature humaine. Personne n'aime voir son hégémon décliner, et chacun veut le préserver. Mais maintenant, le niveau d'autodestruction est dangereux
à cause de la désaméricanisation de la Chine. Je pense que ça aurait pu être un rééquilibrage modéré. Mais au lieu de cela, nous allons probablement voir la Chine considérer le dollar et les banques américaines comme des menaces, quelque chose à éviter à tout prix, ce qui est difficile à considérer comme étant dans l'intérêt des États-Unis. Permettez-moi de vous demander, vous définissez cette désaméricanisation comme la construction d'un modèle chinois alternatif. Pouvez-vous, oui, expliquer ce que cela implique? Je dirais en fait que le processus des pays dits du reste, puisque l'on oppose souvent l'Occident et le reste, n'est-ce pas? Le processus par lequel ces pays développent leur propre modèle peut être considéré comme une déaméricanisation. Comme nous le savons tous, au cours du dernier demi-siècle, la modernisation de la plupart des pays s'est inspirée du modèle des États-Unis. Le défunt professeur de Harvard, Samuel Huntington, comme nous le savons, a soutenu il y a de nombreuses années. Il a écrit un livre où il affirmait que depuis les années 1970, le développement politique de l'humanité était entré dans une troisième vague, n'est-ce pas? Et un autre professeur très célèbre, Francis Fukuyama, a parlé de la fin de l'histoire. Tous deux font référence à la convergence des modèles de nombreux pays vers le modèle de développement américain, car nous admirons le modèle américain, nous le vénérons même, d'une certaine manière. Mais le problème, c'est que depuis la crise financière internationale des années 2000, comme vous l'avez mentionné, et surtout depuis l'arrivée de Trump au pouvoir en 2017, les populations du monde entier réévaluent leur trajectoire de développement et réajustent leurs relations avec les États-Unis. Par exemple, des économies émergentes comme la Russie, le Brésil, l'Inde et l'Indonésie réexaminent tout leur positionnement et leur identité en matière de développement national. Ces pays cherchent à défendre leur sécurité nationale et à suivre leur propre voie de développement dans des domaines tels que les modèles de développement politique, les mécanismes de marché économique, les instruments financiers et les systèmes de sécurité militaire. Financial instruments and military security system. I think China is no exception. Je pense que la Chine ne fait pas exception. Tout d'abord, la Chine doit garantir la sécurité de son système politique. Elle ne veut pas répéter le schéma de l'effondrement de l'Union soviétique. La Chine ne permettra pas aux États-Unis de provoquer une révolution de couleur sur son territoire. Au cours des 20 dernières années, de nombreux pays dans le monde ont connu des révolutions de couleur liées aux États-Unis. Deuxièmement, la Chine doit également assurer son autonomie économique, commerciale et financière, comme nous l'avons mentionné, afin d'empêcher les États-Unis de contrôler la ligne vitale de son économie. En réalité, l'économie de nombreux pays est contrôlée par les États-Unis en raison d'une dépendance excessive à leur égard, en particulier celle de certains pays d'Amérique latine. On peut donc qualifier cela d'une nouvelle forme de colonisation, une nouvelle tendance actuelle. Troisièmement, je pense que la Chine doit poursuivre sa propre sécurité technologique et militaire. Elle doit empêcher les États-Unis d'étouffer son développement technologique et militaire et de la menacer à long terme. De plus, la Chine doit promouvoir la réunification. Nous devons résoudre la question de Taïwan dans les années à venir. Enfin, la Chine doit posséder son propre système de connaissances et d'idéologie indépendant, afin d'éviter d'être colonisée par l'idéologie et le savoir américain. Bien sûr, ce processus d'américanisation ne signifie pas une rupture complète avec les États-Unis. Il s'agit plutôt de trouver une relation normale avec eux, ni totalement dépendante, ni évitant la coopération nécessaire. Je peux vous donner un exemple très intéressant, même si je ne suis pas sûr qu'il soit le plus approprié. J'ai dit que, par le passé, les dirigeants de la Chine et des États-Unis étaient comme des amants proches, surtout autour de 1980 ou de 2000,
et même après les attentats du 11 septembre. La Chine a soutenu les États-Unis dans leur guerre contre le terrorisme, et nous avions de très bonnes relations entre dirigeants. Même en 2008, lors des Jeux olympiques de Pékin, le président américain est venu à Pékin et a célébré avec le président chinois. C'était une très bonne relation, il y a de nombreuses années, comme celle de proches amants. Mais à l'avenir, j'espère que les relations entre les dirigeants chinois et américains seront comme celles de voisins ordinaires. Les voisins ont parfois des conflits, mais ils interagissent aussi, et lorsqu'ils sont confrontés à des difficultés communes, ils s'entraident. Je pense donc que l'essentiel est d'éviter à tout prix un conflit militaire entre les États-Unis et la Chine. Je crois que dans l'avenir, la relation entre les États-Unis et la Chine redeviendra normale. J'aime bien cette analogie. On l'entend souvent en sciences politiques, l'analogie du mariage et du voisinage. Elle est pertinente. Je l'apprécie parce que surtout entre grandes puissances, si elles sont trop proches l'une de l'autre, cela peut créer trop de tensions, au point que la relation ne fonctionne plus. Mais si elles prennent un peu de distance, elles ne peuvent peut-être plus vivre comme un couple marié, mais elles peuvent encore être de bons voisins. Souvent, ce genre de divorce, sans séparation totale, est assez favorable. Et je pense que pour des grandes puissances comme la Chine et les États-Unis, où il y aura toujours une certaine méfiance, mais où personne ne gagne à des hostilités ouvertes, il vaut mieux avoir un peu de désaméricanisation. Eh bien, on peut dire que les Russes font la même chose maintenant. Le but même d'appartenir à une Europe commune avec les Européens, selon moi, provoque trop de tensions. Ils voient donc aujourd'hui qu'un divorce est préférable. Essayer d'être voisin plutôt que d'aspirer à quelque chose de plus. En ce qui concerne les révolutions de couleur, je pense que c'est un aspect important de ce que devrait signifier la désaméricanisation, car ces révolutions ont créé beaucoup de problèmes dans le monde, surtout en Europe. Je veux dire, c'est fait très ouvertement aussi. Ce n'est pas comme s'il s'agissait d'une théorie du complot, ce qu'ils font. Et c'est aussi un modèle très inquiétant, car ce que les Américains ont fait, c'est affirmer que la démocratie doit inclure un élément fort, une société civile solide, capable de s'organiser indépendamment du gouvernement, ce qui est tout à fait légitime. Mais ensuite, ils ajoutent que ceux qui devraient organiser la société civile sont les ONG. Plus précisément, ce devraient être des ONG américaines. Et plus précisément encore, des ONG financées par l'État. Ce sont donc des ONG financées par le gouvernement américain, liées aux agences de renseignement américaines, qui pour une raison ou une autre, devraient organiser la société civile chinoise. Franchement, c'est insensé. Si le gouvernement chinois, en coopération avec ses services de renseignement, essayait d'organiser la société civile aux États-Unis, j'imagine qu'il y aurait quelques réactions. Et en effet, les preuves sont déjà là. En 1983, le président Reagan et le directeur de la CIA ont commencé à créer des ONG comme le National Endowment for Democracy afin de manipuler et de contrôler les sociétés civiles d'autres pays. Ainsi, il n'est pas nécessaire de conquérir militairement des pays, il suffit de prendre le contrôle de leur société civile. C'est, vous savez, un problème immense. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles nous avons aujourd'hui la guerre en Europe. Mais ma dernière question, puisque nous sommes tous deux universitaires, comment l'éducation s'inscrit-elle dans cette initiative d'anti-américanisation? Autrement dit, comment l'éducation est-elle désaméricanisée? Oui, comme je l'ai mentionné, il y a beaucoup de mots très intéressants. La soi-disant démocratie, la société civile. Je pense que par le passé, nous admirions beaucoup ces termes. Mais maintenant, nous avons pris conscience du fait que ces termes, la soi-disant société civile, la démocratie, sont très très américains, de style américain,
Ils ont une signification particulièrement américaine. C'est pourquoi, pour revenir à votre dernière question sur l'éducation, l'éducation en Chine doit désormais aussi entretenir une relation normale avec les États-Unis. Pourquoi est-ce que je dis normal? Parce que par le passé, le développement éducatif de la Chine était anormal. Vous ne savez peut-être pas qu'il y a 10 ans, voire 5 ans, dans une université chinoise, la grande majorité des manuels d'économie, de sciences politiques, de relations internationales, de finances, de sociologie, de droit, de gestion, de psychologie, voire d'histoire et de philosophie, provenaient des États-Unis. Vous ne le savez peut-être pas. Vous savez, même lorsque j'enseignais à mes étudiants il y a de nombreuses années, peut-être il y a une dizaine d'années, je devais utiliser des manuels américains d'économie ou de finance. Imaginez à quel point cela peut être inquiétant pour la Chine en tant que grande puissance, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous encourageons donc l'autonomie du savoir et des manuels chinois. Au cours des 5 dernières années en particulier, nous avons produit de plus en plus de manuels chinois, de sciences politiques, d'économie, de finance, de sociologie, de droit et d'autres du même genre. Et pire encore, je vais vous dire quelque chose de très inquiétant. Au cours des 30 dernières années, près d'1 million de jeunes Chinois sont partis étudier à l'étranger chaque année. Et plus de 40% d'entre eux sont allés aux États-Unis. Beaucoup figuraient parmi les meilleurs et les plus talentueux étudiants des universités chinoises. Après avoir obtenu leur master ou leur doctorat aux États-Unis, ils y restent et servent les États-Unis. Et nous connaissons tous un fait très intéressant. Plus de 30% des scientifiques en intelligence artificielle de la Silicon Valley ont obtenu leur diplôme de premier cycle en Chine. Alors je plaisante parfois en disant que, depuis 7 ou 8 ans, nous vivons une véritable guerre sino-américaine de haute technologie, n'est-ce pas? We have the very serious China-US high-tech war, right? But this so-called high-tech war. Mais cette soi-disant guerre de haute technologie entre la Chine et les États-Unis est en réalité une guerre entre des Chinois vivant en Chine et des Chinois vivant aux États-Unis. C'est aussi anormal, n'est-ce pas? Ainsi, comme vous l'avez mentionné, la déaméricanisation de l'éducation signifie ramener le développement éducatif de la Chine à une situation normale et maintenir une relation équilibrée. Nous soutenons bien sûr les jeunes Chinois qui vont étudier aux États-Unis et nous accueillons les étudiants américains qui viennent étudier en Chine. Cependant, ce type d'échange ne doit pas se transformer en dépendance excessive. Ainsi, le président Trump refuse désormais de permettre à davantage d'étudiants chinois d'étudier aux États-Unis et interdit aux étudiants chinois d'y suivre des études dans les disciplines STEM. Je dois dire, merci, président Trump. Aucun problème. De plus en plus d'excellents étudiants chinois resteront dans les universités chinoises et serviront la Chine à l'avenir. Sous cet angle, la Chine et les États-Unis cherchent toutes deux à définir une nouvelle position éducative dans de nouvelles conditions historiques. Je pense que ce nouveau positionnement des relations bilatérales profitera au développement futur des deux pays. En résumé, pour revenir à votre question, l'éducation chinoise doit également suivre sa propre voie. La Chine doit posséder son propre système de connaissances, son système idéologique, son système disciplinaire, son système de manuels et son système théorique, et former davantage de talents de haute qualité et de haut niveau qui servent véritablement la Chine, au lieu d'envoyer de nombreux talents de haut niveau et de grande qualité aux États-Unis pour servir les intérêts américains. Je pense que c'est la nouvelle normalité dans le domaine de l'éducation. Je vous remercie donc sincèrement, professeur Glenn Diesen, de m'avoir donné l'occasion d'expliquer plus en profondeur le concept de désaméricanisation. La désaméricanisation, je le souligne à nouveau, ne signifie pas une rupture avec les États-Unis.
Cela signifie simplement que nous reviendrons à une relation normale avec l'Amérique. Nous ne voulons plus dépendre des États-Unis comme par le passé. Je pense donc que cette relation normale avec les États-Unis sera bénéfique pour les deux parties. C'est là mon point essentiel. Merci encore. Eh bien, merci. La fuite des cerveaux dont vous parlez est intéressante, car de nombreux pays l'ont connue. Les meilleurs et les plus brillants partent souvent à l'étranger pour de meilleures opportunités. Mais à mesure que les perspectives s'améliorent dans leur pays, davantage de personnes restent, bien sûr. Maintenant, avec cette discrimination envers les chercheurs chinois, ou plutôt les professionnels, beaucoup quittent massivement les États-Unis pour retourner en Chine. Cette fuite des cerveaux inversés s'avère être un véritable avantage pour la Chine, qui récupère de nombreux professionnels excellents et expérimentés. Mais que voulez-vous dire au juste par, non pas découplage, mais désaméricanisation, c'est-à-dire diversification? Je pense que c'est un développement positif pour le monde, pourrait-on dire. Car lorsque le pouvoir est réparti entre de nombreux centres, c'est-à-dire le pluralisme plutôt que l'universalisme, cela permet au système international d'absorber davantage de chocs. Et en effet, de la Grèce antique à la fondation même de l'Amérique, cette idée a largement servi de base. Dans la Grèce antique, il existait de nombreuses cités-États qui expérimentaient différentes formes de gouvernement, d'éducation et d'économie. Ceux qui réussissaient servaient souvent de modèle aux autres. On apprenait les uns des autres, sans chercher à faire entrer tout le monde dans le même moule. Et je pense que les États-Unis, avec leur système d'État au départ, ont également adopté ces idées. Et je sais que la Chine fait quelque chose de similaire aujourd'hui, une économie très décentralisée. Et, oui, donc non, c'est une idée fascinante. Et j'encourage tout le monde à lire votre article, car lorsque l'on voit le terme « désaméricanisation », si l'on ne lit que les titres, on pourrait presque croire qu'il s'agit de se découpler des Américains. Mais je pense que la distinction que vous établissez est très importante et qu'elle pourrait en effet améliorer les relations entre les Chinois et les Américains. Donc, comme toujours, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci, professeur, j'ai hâte de reparler avec vous.